Qu'est-ce qu'un bon système monétaire international? On aimerait, pour répondre à cette question, s'appuyer sur l'expérience historique. Or, dans l'histoire, disons, récente et de 2 derniers siècles, on a peu d'expérience de changement de système monétaire international, parce que le système monétaire est quelque chose d'assez inerte, il change rarement, et en plus, comme l'économie mondiale change, eh bien finalement un système qui était adapté à une certaine configuration de l'économie mondiale peut ne plus être adapté quelques dizaines d'années après. Alors, au Moyen Âge, les échanges internationaux étaient réglés en or, en pièces d'or. Ce système était assez bloquant pour le développement des échanges internationaux parce qu'il est extrêmement dangereux de transporter cet or. Donc, s'est développé naturellement le papier-monnaie, c'est-à-dire que finalement, les marchands échangeaient non plus de l'or, mais des lettres de change, du papier-monnaie, c'est-à-dire des sortes de reçus sur des stocks d'or qu'ils pouvaient aller ensuite se faire échanger auprès de banques. Donc à la Renaissance apparaissent les banques qui détenaient l'or et pouvaient convertir ce papier-monnaie en or. Alors, ce système de papier-monnaie a vraiment contribué au développement des échanges internationaux à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ce qu'on a appelé la première mondialisation, puisqu'il faut quand même avoir en tête que la mondialisation d'aujourd'hui, c'est la deuxième mondialisation. La première a eu lieu lors de la révolution industrielle. Une première mondialisation largement fondée sur les échanges coloniaux, le système colonial, donc les échanges nord-sud, en particulier à l'intérieur donc de l'empire colonial britannique, l'empire colonial également français. Et l'Angleterre à l'époque bénéficie de 2 éléments qui vont propulser la livre sterling au rang de monnaie internationale. D'abord, l'Angleterre dispose du plus gros empire colonial, un empire colonial extrêmement dynamique du point de vue des échanges. Et d'autre part, la banque centrale, la plus vieille après la Banque de Suède au monde, elle a été créée donc en 1668 et elle dispose d'une très grande crédibilité, de sorte que très naturellement, les marchands vont échanger du papier-monnaie livre sterling en ayant toute confiance dans la convertibilité de ces livres sterling en or à prix fixe, sans trop savoir qu'est-ce qu'il y a comme réserve d'or à la Banque d'Angleterre, mais faisant confiance à cette Banque d'Angleterre, donc qui a déjà 200 ans à l'époque. Donc au début du XXe siècle, la livre sterling est devenue la grande monnaie internationale à côté de l'or. Mais on est toujours dans un système dit de l'étalon or, au sens où la monnaie de chaque pays est convertible en or à taux fixe de manière directe. C'est ce qu'on appelle le système de l'étalon or. Ce système est rompu lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, les différents pays en guerre font marcher la planche à billets pour financer les dépenses de guerre. Et d'autre part, la guerre provoque des pénuries, puisque les soldats qui avant étaient au champ produisaient donc des biens alimentaires, partent à la guerre et deviennent improductifs de ce point de vue-là. Et donc il y a des pénuries, ce qui favorise l'inflation. L'inflation est incompatible avec la parité fixe, puisqu'on a besoin de plus en plus de monnaie pour régler les mêmes biens. Et si on imprime beaucoup de monnaie, elle ne peut pas continuer à être convertible au même taux par rapport à un stock d'or qui est à la Banque centrale et qui, lui, est fixe. Donc cette parité or est rompue lors de la Première Guerre mondiale, mais après la Première Guerre mondiale, les différents pays qui considèrent l'étalon or comme vraiment un élément favorable au développement des échanges, à la stabilité, veulent absolument réintroduire l'étalon or. C'est ce qui est fait après la Première Guerre mondiale. Malheureusement, les taux de change qui sont choisis sont beaucoup trop élevés. La guerre est passée par là, on ne peut pas récupérer les taux de conversion d'avant-guerre. Donc ils choisissent des taux trop élevés, ce qui crée en fait des pressions déflationnistes. En gros, les prix sont trop élevés, il faut qu'ils baissent. Et il faut qu'ils baissent, non pas par une dévaluation puisqu'on est en étalon or, il faut qu'ils baissent par une baisse des prix. Donc il y a plusieurs phases après la Première Guerre mondiale, puisque en Allemagne, il y a une phase d'hyperinflation dans les années 20. Mais ensuite, fin des années 20, eh bien, cette déflation, cette baisse de prix est un des éléments qui va conduire à la crise de 29. Et l'Angleterre abandonne la parité or en 1933, donc ne peut plus fournir la clé de voûte du système monétaire international dès cette époque, même si elle continue à jouer un rôle. Et c'est à ce moment que le dollar américain prend son essor. Les États-Unis, à cette époque, prennent de plus en plus de place dans les échanges mondiaux. Et donc le dollar prend son essor comme monnaie internationale. Alors la période des années 30 est très chahutée, très anarchique sur le plan monétaire. Et les échanges internationaux sont en net recul à ce moment-là. On a un regain de protectionnisme. Donc la première mondialisation est réellement finie.
Alors après la Deuxième Guerre mondiale, la priorité est donnée au retour à la convertibilité des monnaies et au développement des échanges. On veut sortir de cette période d'attrition du commerce mondial. Et le point de départ du système monétaire international d'après-guerre, c'est la conférence de Bretton Woods en 1944, qui fixe donc les deux ingrédients du nouveau système d'après-guerre. D'abord, ça va être un système hiérarchisé de ce qu'on appelle étalon dollar-or, c'est-à-dire que le dollar est convertible en or à taux fixe et les autres monnaies sont convertibles en dollars à taux fixe, mais non plus en or. Alors l'avantage de ça, c'est que ça limite les besoins de conversion en or et donc on espère qu'on aura besoin de moins d'or pour financer le développement du commerce international. Et donc on atteindra l'objectif de retour à des échanges entre les pays. Donc le deuxième élément, le deuxième ingrédient de ce nouveau système monétaire international, c'est le Fonds monétaire international, décidé lors de cette conférence de Bretton Woods. Le rôle du Fonds monétaire international, c'est de surveiller les balances de paiement des différents pays membres. Les balances des paiements, c'est simplement le document qui enregistre tous les flux monétaires entre un pays et le reste du monde. Donc c'est d'une part le commerce international, les exportations, les importations, d'autre part les flux de capitaux, les entrées de capitaux, les sorties de capitaux et enfin les mouvements monétaires au niveau de la Banque centrale. Alors, donc, le FMI surveille les balances des paiements et repère lorsqu'un pays a des difficultés temporaires de financement, par exemple d'un déficit commercial, donc n'arrive pas à le financer par des entrées de capitaux privés, eh bien le Fonds monétaire international va fournir les financements de manière temporaire, d'urgence, contre des éléments de plan d'ajustement pour réduire ce déficit. Ce système donc est mis en place pour atteindre les objectifs donc de retour à la convertibilité dans un régime de stabilité. On est toujours dans un régime de change fixe, donc cet étalon dollar-or. Et donc une stabilité monétaire qui est propice également au développement des échanges, puisqu'il n'y a pas trop d'incertitudes sur les prix relatifs entre les différents pays. Mais ce système porte en lui une contradiction qui a été relevée dès 1960 par un économiste belge qui s'appelait Robert Triffin. La contradiction est la suivante, le commerce international se développe, donc il y a besoin de plus en plus de moyens de paiement au niveau international pour payer ce commerce. Et donc la monnaie clé qui est le dollar doit être émise en quantité de plus en plus importante pour que ce commerce international qui est réglé en dollars puisse réellement avoir lieu. Mais le stock d'or dans la réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, ne peut pas augmenter au même rythme que le commerce international. Donc progressivement, le stock de dollars en circulation dans le monde devient très important par rapport au stock d'or dans les soutes de la réserve fédérale américaine et inévitablement, à un moment donné, les marchés vont remettre en doute la convertibilité de ces dollars en or à taux fixe. Si les investisseurs dans le monde qui détiennent du dollar, d'un seul coup voulaient convertir leur dollar en or, eh bien ils iraient à la réserve fédérale, les premiers seraient servis, mais très vite il n'y aurait plus d'or pour rembourser les suivants. Le risque c'est que ça se termine mal, par une crise monétaire, de panique, de ruée vers la Banque centrale pour convertir le dollar en or. Alors là-dessus, il y a un certain nombre d'événements géopolitiques, et notamment la guerre du Vietnam, où les États-Unis ont de gros besoins de financement. Bref, tout ceci se termine en 1971 par un abandon unilatéral par les États-Unis de la parité or du dollar. Donc à partir de 1971, le dollar se met à flotter par rapport à l'or. Il n'y a plus de change fixe entre dollar et or. Et en 1973, le système de Bretton Woods est définitivement abandonné. Donc on entre dans un nouveau système, ou non-système, qui est un régime de flottement. Le prix relatif entre les monnaies devient à la merci de l'offre et de la demande sur les marchés. Les Européens s'organisent, eux, pour maintenir une zone de stabilité monétaire régionale au niveau européen. Ça se fait progressivement, d'abord avec le serpent monétaire européen, puis avec le système monétaire européen et enfin avec l'union monétaire européenne. Mais la règle dans le monde, c'est le flottement des monnaies.